Le paradis terrestre est où je suis, disait Voltaire dans ses satires intitulées Le mondain. Aussi, chacun nous dit, venez ici au pays. C'est ici que ça se passe. Certains ont même eu à baptiser un pays qui manque d'eau, d'électricité, comme étant le continent. Oui, l'Afrique, c'est un paradis, même paradis perdu, parce que l'Afrique a toutes les richesses naturelles, minières. Dieu a offert au paradis ce qu'il n'a pu offrir, ou ce qu'il n'a pas voulu offrir à d'autres continents. Mais curieusement, l'Afrique, comme le disait René Dumont en 1960, est toujours mal partie. Puisque l'Afrique, loin d'avancer dans la technologie, ne fait que reculer ou dépend plutôt, une fois de plus, et toujours de l'Occident. L'Afrique, par le courant du panafricanisme, revendique justement la souveraineté. Mais pouvons-nous être souverains si nous ne contrôlons même pas les moyens de communication? Si nous ne sommes même pas capables, nous-mêmes, de créer des outils qui puissent nous permettre de créer aussi nos réseaux sociaux, comme la Chine. L'Afrique et la jeunesse aujourd'hui, si d'ailleurs elle se mobilise, c'est à travers les réseaux sociaux. Et pour qui est réseau social, il faut regarder qui les a créés. Et pour bénéficier du réseau social, il faut Internet. Il suffit donc que les Occidentaux coupent tout simplement Internet et voici l'Afrique, comme se disait paradis, qui retombe dans son obscurité. Jeudi 14 mars 2024, presque tous les pays d'Afrique subsaharienne ont découvert un vrai problème sur Internet. Presque rien ne marchait plus. Et à partir de cet instant, c'était la panique. Et ce n'est pas encore complètement réglé. C'est à partir de cet instant que chacun a compris jusqu'où son portable pouvait être important. Ceux qui me suivent souvent à travers l'avant-goût des dossiers noirs, avec toutes les difficultés pour pouvoir me suivre, puisque le Cameroun n'avait que 52% de personnes qui pouvaient avoir accès à Internet. En Côte d'Ivoire, où l'appel a commencé, c'était pratiquement au-delà de 96% du réseau qui était perturbé. La panne d'Internet nous a donc monté jusqu'où nous dépendons des autres. La Côte d'Ivoire, dans l'obscurité ou sans Internet, et puis on s'est rendu compte que c'est allé au Libéria, en passant aussi par le Sénégal, c'est arrivé au Cameroun, c'est allé au Gabon, au Burkina Faso, au Niger, en RDC. Bref, l'Afrique a retrouvé ses réalités de l'âge de la pierre taillée, parce qu'on ne pouvait plus se connecter. Seuls quelques chanceux pouvaient réussir
à le faire. La panne a duré, persiste même encore, de telle sorte que certains ne peuvent pas nous capter dans certains endroits. Quelle explication donner à cela? Nous avons beaucoup de docteurs. Nous avons des gens qui ont beaucoup de diplômes. Mais curieusement, nous n'avons pas l'outil informatique. Ce sont les Occidentaux qui nous ont expliqué que, en fait, la panne survenue le 14 mars est venue de ce qu'ils appellent les câbles sous-marins. Et ces câbles sous-marins qui conduisent, comment est-ce qu'ils appellent ça? La fibre optique, ont eu un problème. Point final. Quel pays africain sait donc ce qui se passe au niveau des fibres optiques? En théorie, nous savons que c'est la fibre optique fait 1 300 000 km. C'est-à-dire peut-être la surface de la Terre 3 fois. Mais dans tout ça, ça ne concerne pas les Africains. Les pays africains ne sont pas concernés. Parce que cette fibre optique, nous dit-on, c'est 500 câbles différents qui sont contrôlés par des Occidentaux. Zuckerberg, qui n'a pas fait toutes les études de la Terre, est d'ailleurs le seul à avoir le plus grand câble du monde. Il appelle ça tout africain. Ça dépend donc de lui. Ça dépend des ingénieurs américains. Nous avons, parmi les autres, GAFAM, Google, ou encore Apple, Facebook, Amazon. C'est eux qui contrôlent la fibre. Donc c'est eux qui contrôlent notre Internet. C'est eux qui contrôlent notre outil de communication. Alors que nous disons que nous sommes indépendants. Nous ne sommes donc pas indépendants. Parce que la panne vient de nous mettre ça dans la figure. Et c'est à partir de cet instant qu'on essaie de nous expliquer, parce qu'on se rend compte que il y a NetBlock qui s'occupe de la cybersécurité, qui peut nous donner n'importe quelle explication. Mais ils n'ont pas de compte à nous rendre. Ils n'ont pas de compte à nous rendre. Nous devons avaler tout ce qu'ils veulent. Et tout ce qu'ils font. Or, aujourd'hui, la communication et ces outils sont hyper importants. Mais l'Afrique est restée très en retard. Et aujourd'hui, nous sommes dans une autre guerre, la guerre de la communication, où le monde devient multipolaire. Eh bien, nous, qui nous disons panafricanistes, il suffit tout simplement que quelques Occidentaux décident de dire que, bon, écoutez, moi je pourrais là, tel autre là, et machin, et tout, allez. Personne ne va plus vous écouter, personne ne va plus vous voir. C'est fini.
radiodiffusion. Lorsqu'on voit cette panne, a-t-elle été provoquée? Parce qu'aujourd'hui, les Africains sont beaucoup accros aux médias, à Internet. Et d'ailleurs, selon un sondage d'Africa, comment on appelle ça? Africascope, 49% d'Africains sont connectés à Internet. Peut-être on va dire que c'est négligeable, mais c'est énorme. 49%. Et quand on essaie de regarder, chaque Africain, selon les statistiques qui sont publiées par Kantar, chaque Africain passe 1h42 par jour, rien que sur Internet. Et lorsqu'on regarde les médias, c'est-à-dire radio, télévision, chaque Africain passe chaque jour pour des médias 6h46. Donc imaginez qu'on soit sans radio, sans télévision, sans Internet. Puisque la radiodiffusion, la télévision d'abord aujourd'hui, qui dépend aussi de ces outils-là, selon les mêmes sondages, 93% d'Africains regardent la télé. Et parmi lesquels, pratiquement 98% en RDC, suivi du Sénégal, suivi du Burkina Faso, suivi du Mali. Au niveau de la radiodiffusion, on se rend aussi compte que ce sont les pays qui aujourd'hui rejettent les Occidentaux, qui sont accrochés, qui sont accros aux réseaux sociaux. Parce que c'est là où la révolution se fait. Et on regarde, en tête, il y a le Burkina Faso, 88%. Le Mali, 73%. Et puis le Niger, avant même la Côte d'Ivoire et autres, la RDC, sur ce niveau-là, se classe en dernière position. Vous regardez donc, comment les guerres peuvent être intelligentes? On ne vient même pas vous bombarder. Mais on vous dit, boum, c'est terminé. Et d'ailleurs, c'est ce que les dictateurs nous font souvent pendant l'élection présidentielle. Pour toucher l'élection, eux-mêmes, ils coupent Internet. Maintenant, les Occidentaux peuvent aussi dire, ou même les Russes ou n'importe qui, si les Africains veulent faire ça, ou bien les Chinois peuvent dire, bon, écoutez, les Africains, vous savez que l'outil informatique, ça dépend de nous. Même dans les téléphones que vous avez là, allez, on introduit les virus. Et puis c'est terminé. On reste comme ça. On est coupé du monde. On se regarde comme ça. On reprend le tam-tam pour commencer comme à l'époque où on se communiquait par un outil moyenâgeux. Nous avons donc là un problème sérieux concernant nos politiques, concernant nos dirigeants, qui ne se sont jamais mis en tête qu'il fallait financer ces outils. Que l'information, la guerre se gagne par l'information. Toute guerre se gagne d'abord par l'information, ou l'intoxication, ou la désinformation. Donc les outils, comme Internet, comme la télévision, comme la radiodiffusion, comme la presse écrite, sont hyper importants en ce moment-ci. Un chef d'État veut s'adresser à sa nation. Tu te lèves là comme on a vu à la CRTV. Imaginez Paul Biya veut faire un discours. Boum! Pas d'Internet,
Pas de ceci. Ils ont coupé tout. Il fait quoi? Il ira encore supplier que pardon. Mettez Internet chez moi. Je n'ai plus de connexion. Je n'ai plus ceci, je n'ai plus cela. Et pourtant, il y a des Africains qui sont intelligents, qui ont tout simplement besoin de, comment est-ce que je peux dire, des moyens d'accompagnement par l'État. Oui, vous allez dire qu'on a peut-être des gens qui ont fait des choses formidables, mais comme Zuckerberg et tout et tout. Mais lorsque vous voyez que en Afrique du Sud, quelqu'un se lève, il est africain, il vous dit, moi, au lieu que vous me parliez toujours de la fibre optique, WAX, SAT3 ou encore MainOne, parce que c'est ça que nous utilisons, moi j'utilise le satellite. Mais qui doit financer ça? Lorsque vous avez Elon Musk qui vous dit, voilà ce qui se passe. Chacun, alors qu'ils disent qu'ils sont des panafricanistes, ces régimes-là, ils ne se mettent pas ensemble pour faire quoi que ce soit. Chacun dit, non, je vais faire ceci et cela et tout et tout. Moi, l'essentiel, c'est d'aller signer les contrats avec tel autre là pour les armements. Point final. C'est donc une situation qui malheureusement montre que l'Afrique est encore très fragile. C'est une situation qui montre que le panafricanisme ne se décrète pas. Il faut se donner les outils, les moyens pour pouvoir être souverain. Nous ne sommes pas souverains. Tout de suite là, si Facebook dit que, oh, allez, on bloque Jipo et Mingo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais seulement pleurer, non? Dès que je tente là sur les trucs de TikTok, tu ne sais même pas comment ils décident chez eux. Ça fait seulement TikTok. Comme les affaires des Chinois là, c'est toujours TikTok. Ça ne dure jamais. Roup, allez, le compte est bloqué. Tu vas aller te plaindre même chez qui? Chez personne. Tous les pays occidentaux aujourd'hui, citez-moi ceux qui n'ont pas de satellite. Aujourd'hui, certains pays africains sont allés vers cette technologie du satellite. Je peux parler par exemple même du Maroc, du Rwanda, du Ghana, de l'Afrique du Sud et tout ça. Bon, voilà. Mais qu'est-ce qu'on nous a annoncé dans notre continent, au Cameroun? On nous a annoncé en 2019 une femme qui s'appelle ou Minette, ou Chouette, ou Net, ou Clopette, les bons liquens. Elle nous a dit que vous allez voir ce que vous allez voir. Le Cameroun va maintenant contrôler l'espace. Armstrong n'a rien fait. Nous, on va sortir notre satellite qui s'appelle CamSpace. CamSpace. Elle fait les bras comme ça. CamSpace. Mandomo, c'est son nom de jeune fille. Mandomo, où est ton CamSpace? Que tu disais? Elle nous a présenté 25 buveurs de Dontol. Elle dit, voici alors les ingénieurs haut de gamme. On demande à celui-là que, bon, tu vas même parler de quoi? Il dit, non, c'est que epsilon plus pi au carré. On dit, non, parle du satellite. Il dit, non, je dois d'abord vous expliquer
tangente plus cotangente. On veut que tu nous expliques comment le satellite va fonctionner au Cameroun alors que l'électricité ne fonctionne pas encore. Il dit, hein? Ça va fonctionner avec le générateur. On lui dit, quel générateur? Il y a la batterie que même... On dit, mais, monsieur, quelle batterie va faire fonctionner les satellites? Vous n'avez pas d'électricité. Ils nous ont dit, calmez-vous. Nous allons vous rendre fiers, heureux. En octobre 2023, voilà un rapport qui sort. Que les bombes Lincoln, Minette, la chouette, choupette, qu'elle a trouvé en tout et pour tout une seule explication, c'est que bientôt ça va démarrer. Entre-temps, 2 milliards 113 millions ont été dépensés. Elle est partie trouver elle-même des sociétés qui ne savent même pas ce qu'on appelle satellite. Le genre de société qui croit que le satellite, c'est comme à l'époque chez nous, à Balaokola et Vaudoula, où nous croyons que le parachute, c'est le parapluie. Elle est venue ici en France. Elle dit qu'elle a contacté quelle société-là, je sais que comment est-ce qu'elle appelait ça. Euroconsult. Euroconsult n'a jamais fait dans les satellites. Ne sait même pas ce que c'est. Elle va là-bas de l'autre côté. Ou bien vers... là, il y a toujours Mimboman ou là, je ne sais pas, en brousse quelque part, là, il y a beaucoup plus de poussière qu'autre chose. Elle est partie contacter un truc qu'on appelle Intellect. Voilà les structures qui ont signé le contrat pour le satellite du Cameroun. Puis, il y avait aussi un autre là, ou DigiGlobe. DigiGlobe n'avait même pas de site internet au moment où il gagne le marché. DigiGlobe cherchait 300 000 francs pour faire un site internet. Mais Minette, Jupette, Lipette, Chouette, voilà, Lipomeliken est parti passer un marché de gré à gré avec ces sociétés qui n'ont rien à voir avec le satellite. Où est donc le satellite? L'argent est fini. On n'en parle plus. C'est terminé. C'est comme ça toutes les affaires du régime Biya. Et il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? C'est ce qu'elle aussi va dire. Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Il y avait le satellite. Mais vous vous rendez compte? En 1972, le président Amadou Ahidjo a décidé la souveraineté des télécommunications. C'est-à-dire qu'il a créé un Telcam. Seule la France gérait les communications au Cameroun. Ahidjo a créé un Telcam en 1972. Mais comme les Camerounais n'avaient pas de l'expérience, il a dit aux Français, vous prenez 40% et l'État du Cameroun reste avec 60%. Et ça marchait très bien. Un an seulement après, c'est-à-dire nous sommes en 1973, il crée la station terrienne des Amangoué. Donc quand vous voyez le poste national et tous les autres là, et même le téléphone, c'est le Cameroun qui faisait que la Côte d'Ivoire puisse avoir le téléphone. Le Tchad, le Gabon, la République centrafricaine. Grâce à la station
terrienne de Zamangwe. Il y avait quoi avant? Vous vous rendez donc compte que le Cameroun avait déjà une souveraineté dans ce domaine-là et devait améliorer le réseau. Le Cameroun avait déjà ce qu'on appelle aujourd'hui la fibre optique, les câbles dont on parle, et que ce sont les étrangers uniquement qui contrôlent sur le continent africain. Le Cameroun contrôlait ces télécommunications. Biya est arrivé. Il voit qu'un tel cas marche super bien. Qu'est-ce que le gars fait? 1998. Il crée ce qu'on appelle Camtel. Par décret. Et il dit qu'il va faire la fusion entre Intelcam et Campos. Parce qu'il n'a jamais rien créé. Il n'invente que des noms. Donc, il a trouvé Camtel fonctionner. Il a trouvé le ministère des Postes et Télécommunications fonctionner. Il prend les deux entités, il les met. Vroup. Au lieu d'avancer, on n'a fait que reculer. Camtel se retrouve aujourd'hui avec 4000 employés. Un déficit de 600 milliards de francs CFA. Un gouffre financier énormissime. Après, il enlève la souveraineté que Camtel avait. Il appelle Orange. C'est-à-dire qu'Aïdjo, qui avait réussi à se débarrasser des Français, Paul Biya réussit encore à appeler les mêmes Français. Il leur donne Orange. Il leur donne quoi là? Il prend aussi MTN. Il prend des choses comme ça. Camtel devient une véritable coquille vide. Mais a-t-on donc progressé? Non. Aujourd'hui, tantôt, il veut privatiser. Après, il ne veut plus privatiser. Après, il ne sait plus où avancer. Voilà tout ce qu'il y a avant. Ce qu'il y avait avant, qui a été détruit. C'est-à-dire que la première souveraineté. Aïdjo a mis combien de temps au pouvoir? Le Cameroun sortait d'où? Le Cameroun n'avait pas besoin d'aller prendre de l'argent, des crédits à la Banque mondiale, au FMI, pour faire tout ça. Mais juste parce qu'il était avec des gens, des collaborateurs qui étaient intègres comme lui, qui étaient des vrais patriotes, qui voulaient le bien du pays. Et non ceux qui sont là aujourd'hui, qui, comme Paul Biya d'ailleurs, il a dit, je suis le meilleur élève de la France. Il a tout vendu à Bolloré. Mais les Biamorounais vous disent que c'est Kamto qui viendra vendre le Cameroun à la France. Alors que Paul Biya a vendu Régis Fercam, il a vendu Intelcam, il a vendu tout ce qu'on avait. Qu'est-ce qu'on va encore vendre? Lui-même m'a dit, je suis le meilleur élève de la France. Vous vous rendez compte? Amadou Ahidjo n'était pas instruit. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il était le premier à dénoncer les accords. Parce qu'aujourd'hui, les panafricanistes disent, le 9 février 1961, Ahidjo avait déjà envoyé une lettre à la France disant qu'il dénonçait les accords. Et sans ne m'attendre la réponse, il avait commencé à collaborer avec les Allemands et même les Canadiens. Les Camerounais vont déjà aujourd'hui au Canada. Mais qui a ouvert la voie du Canada? C'est Amadou Ahidjo qui est parti signer avec le Canada des accords. D'où la construction du lycée technique à Douala. Parce que Ahidjo voulait qu'on ait des ingénieurs pour
l'outil technologique. Il disait qu'il faut absolument maîtriser l'outil technologique. Qu'est-ce que Biya a créé après? Même Polytechnique, Ahidjo avait laissé. C'est où aujourd'hui? Ça produit quoi? Rien du tout. Nous sommes donc avec un menteur, un valet, un type qui n'a jamais été du côté de l'émancipation des peuples africains. Paul Biya est celui-là, s'il était un vrai président, s'il réfléchissait comme Kadhafi, l'Afrique aurait sa monnaie, l'Afrique aura ses satellites, l'Afrique aura son internet, son réseau et tout et tout. Et il y a des Camerounais dans la diaspora qui avaient proposé de se mettre ensemble pour le satellite. Mais Paul Biya a balayé ça dans le revers de la main parce qu'il sait que ce n'est pas bon pour lui. D'ailleurs, c'est le seul homme qui refuse. Les ingénieurs camerounais, certains vont à la NASA, d'autres sont exploités par Paul Kagame, d'autres vont au Congo. Parce que Paul Biya, lui, va vous dire que non, 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 on ne connaît pas la double nationalité au Cameroun. Il veut s'entourer des fainéants. Nous voici donc. Nous sommes un continent. Un continent qui ne peut pas avoir Internet. Qui ne peut pas avoir sa radio. Qui ne peut pas avoir sa télévision. Parce que tous ces outils dépendent des autres. Nous sommes à la remorque. Nous ne sommes pas souverains. Oublions cela. Il suffit, comme lui-même disait à Eric King, d'un coup de tête. Boum. Vous ne me verrez plus. Moi aussi, je ne vous verrai plus. Les classes que vous faites là sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, ce sera fini. Ce sera fini. Il n'y en a plus rien. Vous allez courir maintenant prendre le réseau russe dès que les Russes vont gâter aussi avec vous que non. Vous allez commencer à dire que oh, vous nous prenez ceci et cela. Allez, aussi coupe. Dès que les Chinois, vous voulez parler là, vous avez tapé ou giflé un Chinois, on dit allez, on bloque TikTok à tel ou tel endroit. On fait quoi? Et rien du tout. Voilà donc le bilan d'un homme expérimenté, comme nous disait René Sadi. L'expérience de Paul Biya s'est limitée à ramener le Cameroun à l'archaïsme, au Moyen-Âge, à l'âge de la pierre taillée.